Ma sœur a eu 2 enfants avec l'homme que j'allais épouser. Maintenant, elle veut mon aide, mais je refuse de sauver la famille qui a brisé mon monde il y a 10 ans. Ma famille m'a rejeté, m'accusant de les avoir trahis pour financer mes études universitaires, une blessure qui suppure encore comme une cicatrice non cicatrisée. J'étais une jeune femme de 18 ans à l'aube d'un chapitre transformateur, acceptée dans une université prestigieuse au Royaume-Uni pour étudier l'histoire, une passion qui s'était enflammée en moi dès l'enfance, en me plongeant dans des récits de chevaliers médiévaux et d'anciens empires. Le rejet, orchestré par ma sœur aînée Janine et approuvé par mes parents, a brisé mon monde, me laissant le reconstruire avec le soutien indéfectible de ma tante Elisabeth, le seul membre de ma famille qui est devenu mon phare dans la tempête. Aujourd'hui, une décennie plus tard, mes parents ont refait surface, leurs fortunes anéanties par une entreprise commerciale ratée, cherchant mon aide et me forçant à affronter la douleur du passé. Je suis aux prises avec une question qui me hante, ai-je tort de refuser de les soutenir après la trahison de Janine et le dos qu'ils m'ont tourné? Ayant grandi dans notre modeste maison de banlieue à Willow Creek, dans le Massachusetts, la dynamique de notre famille était aussi claire que l'air d'automne vif qui balayait notre ville tranquille. Janine, de 4 ans mon aînée, était l'enfant chéri, un titre qu'elle portait avec une grâce naturelle et un air presque royal. Ses réalisations au-delà dans toutes les matières au lycée, capitaine de l'équipe de débat et, plus tard, son admission dans une école de commerce de premier plan ont été célébrées avec des éloges somptueux, des dîners de famille au bistrot italien Gepes et des certificats encadrés ornant les murs de notre salon. Mes réalisations, bien que respectables, étaient éclipsées. Si j'obtenais un B+ en histoire, le A de Janine en calcul dominait la conversation. Si je gagnais un concours de poésie, son trophée de l'exposition occupait le devant de la scène. J'ai appris très tôt à ne pas rivaliser, me réfugiant dans mon amour des romans historiques, des visites de musées et des après-midi tranquilles à dessiner des scènes de bataille de la guerre de 100 ans. Ces escapades m'offraient du réconfort, un refuge contre l'ombre de l'éclat de Janine qui planait au-dessus de moi comme un nuage d'orage. Mes parents, Margaret et Robert, étaient tous 2 dentistes, dirigeant un cabinet prospère qui nous assurait une vie confortable, une maison à 2 étages avec une véranda enveloppante, des vacances annuelles à Cap Cod et un sentiment de stabilité. Ils n'étaient pas méchants, mais leur favoritisme était indéniable, tissé dans le tissu de notre vie quotidienne. Maman, avec son sourire chaleureux et sa nature méticuleuse, choyait Janine, cousant ses robes de bal, la guidant à travers ses candidatures universitaires et la clamant à ses remises de diplôme avec une ferveur réservée uniquement à son aîné. Papa, réservé mais farouchement fier, voyait Janine comme son héritage, une future dirigeante qui surpasserait son propre succès constant dans le monde de la dentisterie. J'étais une pensée après coup, mon arrivée une addition imprévue qui mettait à rude épreuve leurs finances et testait leur patience. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais leurs soupirs lorsque je demandais de nouveaux livres, leur réticence à assister à mes pièces de théâtre scolaire et leur hochement de tête distrait pendant mes tirades passionnées sur les découvertes historiques en disaient long. Les besoins de Janine passaient toujours en premier, un schéma qui a culminé dans la crise qui a déchiré notre famille. Lorsque j'ai été accepté dans une université britannique de renom, un rêve né d'un voyage scolaire au British Museum de Londres où je suis resté bouche bée devant la pierre de Rosette, j'étais ravi. Le programme d'histoire, avec son accent sur l'Europe médiévale et l'accès à des manuscrits anciens, promettait de nourrir ma passion et d'ouvrir des portes à une carrière d'historienne ou de conservatrice. Mais ma joie a été tempérée par une dure réalité, mes parents ont clairement indiqué qu'ils ne pouvaient pas se permettre les frais de scolarité. Ils avaient entièrement financé l'école de commerce de Janine, couvrant ses frais de scolarité, de logement et de repas sans hésitation, mais mon éducation, ont-ils soutenu, était prohibitive, d'autant plus qu'ils prévoyaient de lancer une nouvelle entreprise, une boutique de desserts spécialisée dans les friandises sans danger pour les dents, une pivot créative de leur cabinet dentaire qui combinait l'amour de maman pour la pâtisserie et l'esprit d'entreprise de papa. J'ai plaidé pour qu'ils m'aident avec un prêt étudiant, leur demandant de se porter caution, un rôle parental courant, mais ils ont refusé, invoquant des risques financiers et leurs projets futurs. Nous ne pouvons pas mettre en péril notre entreprise pour ton diplôme, Émilie, a dit papa, son ton étant définitif, ses yeux évitant les miens alors qu'il faisait glisser des papiers sur son bureau. Tu devras te débrouiller. Leur refus a déclenché une tempête d'arguments, ma frustration bouillonnant comme une casserole laissée trop longtemps sur le feu. J'avais l'impression qu'ils entravaient délibérément mon chemin, donnant la priorité à leur entreprise et à la vie bien établie de Janine sur mon avenir. Notre salle à manger, autrefois un lieu de rire autour des lasagnes de maman, est devenue un champ de bataille. Je me disputais, la voix tremblante, qu'ils avaient soutenu Janine sans hésitation, alors pourquoi mon rêve était-il moins digne?
Maman répondait, le diplôme de Janine était pratique, l'histoire ne paiera pas les factures. Papa hochait la tête, ajoutant, nous pensons à notre retraite, Émilie, nous ne pouvons pas contracter plus de dettes. Les bagarres me laissaient sans sommeil, arpentant ma chambre sous la lueur d'un croissant de lune, regardant la lettre d'acceptation épinglée à mon babillard, sa promesse s'estompant à chaque rejet. Je traçais l'écusson de l'université, imaginant des amphithéâtres remplis d'érudits, pour finalement retomber brutalement dans la réalité, les mots de mes parents résonnant, débrouille-toi. Sans autre option, je me suis tourné vers ma tante Elisabeth, la sœur aînée de mon père et une neurochirurgienne dont le succès avait toujours été une source de conflit pour papa. Elisabeth, de 7 ans son aînée, était un phare de gentillesse, son rire chaleureux et son intelligence vive contrastant avec le comportement réservé de mes parents. Notre relation, bien que limitée par la désapprobation de papa, était authentique, forgée dans des conversations tranquilles lors de réunions de famille où elle partageait des histoires de percées médicales ou de ses voyages à des conférences à Paris et à Tokyo. J'écoutais, captivé, lorsqu'elle décrivait une opération sur la tumeur au cerveau d'un enfant, ses mains étant stables alors qu'elle sauvait une vie. Ces moments, volés lorsque papa ne traînait pas, étaient précieux, un aperçu d'un monde au-delà des limites de Willow Creek. Le mépris de papa pour Elisabeth découlait d'une profonde insécurité. Il voyait ses réalisations, son diplôme de médecine de Harvard, sa vaste maison de Boston aux murs couverts de lierre, ses articles dans des revues médicales comme un défi à son propre statut de dentiste respecté. C'est une frimeuse, marmonnait-il après les dîners de famille, en voulant à sa confiance et à la facilité avec laquelle elle menait son succès. Maman faisait écho à ses sentiments, se méfiant de l'indépendance d'Elisabeth et de son refus de se conformer aux valeurs de notre petite ville. Il racontait des histoires de la façon dont elle affichait sa richesse, comme la fois où elle m'a offert un livre d'histoire relié en cuir pour mon 16e anniversaire, un geste que papa a balayé du revers de la main en disant qu'elle essayait d'acheter de l'affection. En vérité, Elisabeth était généreuse mais sans prétention, sa gentillesse étant enracinée dans un désir sincère de se connecter, pas de rivaliser. Je gardais mes distances avec Elisabeth pour éviter les conflits, mais dans mon désespoir, j'ai tendu la main, mon cœur battant la chamade alors que je composais son numéro. Nous nous sommes rencontrés dans un café confortable à Boston, son arôme de café frais me ramenant à la réalité alors que je déversais mes peurs, m'attendant à de la sympathie mais me préparant au rejet. Je ne sais pas quoi faire, tante Elisabeth, dis-je, ma voix se brisant. Ils ne veulent pas m'aider et je ne peux pas laisser passer cette chance. Elle a écouté, ses yeux noisettes étant stables, puis a proposé de couvrir mes frais de scolarité, son ton étant résolu. Tu le mérites, Émilie, dit-elle en serrant ma main à travers la table. C'est ta chance et je ne la laisserai pas s'échapper, mais gardons ça entre nous, ton père ne comprendrait pas. Sa générosité était une bouée de sauvetage, mais je l'ai supplié de garder le secret, sachant que la réaction de papa serait explosive, sa fierté étant blessée de devoir compter sur sa sœur. Elle a accepté et je suis rentré chez moi pleine d'espoir mais prudente, croyant que j'avais assuré mon avenir discrètement. Mais Janine, toujours vigilante, a découvert mon plan, son talent pour flairer les menaces aiguisées par des années de rivalité fraternelle. Un soir, après une journée à rire avec des amis au restaurant du coin, je suis revenu à une scène glaçante qui me hante encore. Mes affaires livres, vêtements, mes précieux journaux d'histoire, même mon ours en peluche d'enfance ont été emballés dans des boîtes en carton et des sacs poubelles, déversés sur le porche comme des déchets jetés. L'air d'automne était vif, la lumière du porche projetant de longues ombres alors que je restais figé, ma respiration visible dans le froid. À l'intérieur, mes parents étaient assis dans le salon, les visages sévères, serrant une pile de papier, avec Janine à leur côté, son expression suffisante me brûlant la mémoire comme une marque, ses lèvres retroussées dans un sourire triomphant, ses yeux brillants de malice. L'humiliation de ce moment, une décennie plus tard, reste une blessure vive, une trahison que je ne peux ni oublier ni pardonner. La voix de papa tremblait de rage alors qu'il m'accusait d'avoir trahi la famille pour financer mes études. Janine nous a donné des preuves, dit-il en me tendant les papiers. Tu nous as vendus. La preuve était une série de captures d'écran fabriquées de courriels entre moi et Elisabeth, alléguant que j'avais échangé des détails sur le modèle d'affaires de mes parents et des listes d'investisseurs contre de l'argent pour les frais de scolarité. Les courriels, méticuleusement modifiés, avaient l'air authentiques, un témoignage de la ruse et des prouesses technologiques de Janine. J'étais stupéfaite par son audace, les heures qu'elle avait dû passer à fabriquer ce mensonge, en utilisant probablement des compétences Photoshop tirées de ses cours de design graphique à l'université. La correspondance falsifiée me dépeignait comme une traître, remettant des informations sensibles sur leur nouvelle boutique de dessert pour assurer mon éducation, un récit civil qu'il me coupait le souffle.
J'ai protesté, ma voix s'élevant de panique. Ce sont des faux. Janine a inventé ça. Laissez-moi vous montrer mon ordinateur portable, ce n'est pas vrai. Mais mes parents sont restés impassibles, leur confiance en Janine étant absolue. Nous croyons ta sœur, dit maman, sa voix étant froide, ses bras croisés fermement. Tu nous as fait honte, Émilie, nous voulons que tu partes. Leur mot était une guillotine, me coupant du seul foyer que j'avais connu. J'ai supplié de rester, non pas par amour mais par désespoir, ma voix se brisant. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne vous ai pas trahi. Elisabeth voulait juste aider, je ne veux pas l'accabler davantage. Mais mes supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Tu nous as trahis, répéta papa en montrant la porte. Nous ne supportons pas de te regarder. Vaincu, j'ai ramassé mes boîtes, le poids de chacune étant un rappel de mon expulsion. En conduisant chez Elisabeth, les larmes brouillaient la route, les lampadaires de Willow Creek s'estompant dans la nuit. Sa maison spacieuse de Boston, avec ses planchers de chêne et ses murs tapissés de textes médicaux, était un havre de chaleur. En prenant le thé dans sa cuisine ensoleillée, elle a partagé ses propres luttes avec la jalousie de papa, sa voix étant stable mais teintée de tristesse. Il s'est toujours comparé à moi, dit-elle en remuant son thé à la camomille. Ce n'est pas ta faute, Émilie, il est insécurisé. Et Janine a exploité ça. En vivant avec elle, j'ai trouvé non seulement un abri, mais aussi une véritable confidente, la famille que j'avais désirée, sa présence étant un baume pour mon cœur blessé. La trahison de Janine était calculée, un coup de maître de malice. Des jours plus tard, elle a envoyé un texto, se réjouissant, « Tu ne devrais pas laisser ton ordinateur portable traîner. Je me doutais de quelque chose quand tu as cessé de te battre pour les frais de scolarité. » Sa vague moquerie laissait entendre son espionnage, accédant probablement à mon ordinateur portable ouvert dans ma chambre, une habitude dont je n'avais jamais pensé à me prémunir dans notre maison partagée. Je soupçonne qu'elle a fouillé mes courriels, trouvé un fil de discussion avec Elisabeth concernant les frais de scolarité et utilisé Photoshop pour falsifier des messages incriminants, tissant un récit de trahison. La prise de conscience qu'elle avait envahi ma vie privée, transformant mes efforts en mensonges, a approfondi ma colère, une braise fumante qui a alimenté ma détermination à aller de l'avant. Elisabeth est devenue mon point d'ancrage, finançant mes études et m'offrant un foyer jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. À l'université, j'ai prospéré, me plongeant dans des manuscrits médiévaux, des séances d'études nocturnes dans les bibliothèques antiques d'Oxford et des séminaires avec des érudits dont la passion égalait la mienne. L'obtention de mon diplôme a été comme un triomphe sur le rejet de ma famille, un témoignage de la foi d'Elisabeth en moi. De retour à Boston, j'ai vécu avec elle jusqu'à ce que je décroche un emploi de conservatrice de musée au Boston Museum of Fine Art, un rôle qui a comblé mon amour pour l'histoire, en organisant des expositions sur des artefacts vikings et l'art de la Renaissance. Mes parents, quant à eux, ont coupé les liens avec le reste de la famille, le succès précoce de leur boutique de desserts alimentant leur fierté. Ils se croyaient au-dessus de nous, leur nouvelle richesse étant un bouclier contre les liens passés, leur absence des fêtes et des réunions étant un vide que je comblais avec le soutien indéfectible d'Elisabeth. La pandémie, cependant, a tout changé. Les petites entreprises comme la boutique de dessert de mes parents, Sweets Mill, ont subi des pertes dévastatrices lorsque les confinements ont fermé les devantures de magasins et que les clients ont disparu. Je supposais que leur concept unique des friandises sans sucre et bonnes pour les dents ne pouvait pas résister à la tempête. Il y a quelques jours, à l'improviste, ma mère a appelé alors que j'étais au travail, cataloguant une nouvelle exposition de bijoux celtiques, sa voix hésitante et inhabituelle après une décennie m'a pris au dépourvu. « Émilie, as-tu un moment ?» J'ai failli raccrocher, l'instinct de me protéger de leur manipulation étant fort, mais la curiosité et une lueur de nostalgie non résolue ont retenu ma main. « Je rappellerai après le travail, dis-je, gagnant du temps pour peser ma décision, mon cœur battant la chamade alors que je reposais le téléphone. 10 ans de silence avaient construit une forteresse autour de mon cœur, mais je me demandais pourquoi ils avaient tendu la main maintenant. Ce soir-là, dans mon appartement confortable, ces étagères débordant de livres d'histoire et de photos encadrées d'Elisabeth et de moi à ma remise de diplôme, j'ai rappelé, me préparant à la tromperie. Ils ont tenté une conversation banale, me posant des questions sur mon travail, leur gaieté force et grinçant comme des ongles sur un tableau noir. Arrêtez de tourner autour du pot, ai-je coupé, ma voix étant aiguë. Pourquoi appelez-vous ? Maman a soupiré, son ton étant lourd. Nous voulons nous excuser, Émilie, et réparer les choses. S'il te plaît, viens nous voir demain, nous avons fait une énorme erreur.
Elle a fait allusion à des regrets, mais a insisté sur une conversation en personne, sa voix tremblant d'une émotion que je ne pouvais pas identifier. Sceptique mais intrigué, j'ai accepté, poussé par le besoin d'affronter le passé et de faire taire ses fantômes. Le lendemain soir, après une journée à organiser une exposition viking, j'ai conduit à l'adresse qu'ils avaient fournie, m'attendant à notre ancienne maison avec sa balançoire de porche et sa roseraie familière. Au lieu de cela, je suis arrivé à un complexe d'appartements délabrés dans un quartier difficile, sa peinture écaillée, ses murs couverts de graffitis et ses lumières clignotantes dans le couloir contrastant fortement avec notre ancienne maison. L'air sentait le béton humide et le désespoir, loin des rues bordées d'arbres de Willow Creek. À l'intérieur, mes parents paraissaient plus âgés que leurs 60 ans, leurs visages étant ridés d'inquiétude, leurs vêtements usés et mal ajustés. L'appartement, exigu et peu meublé, avec un canapé affaissé et une table bancale, sentait le café rassis et le regret. Ils ont expliqué que leur entreprise s'était effondrée pendant la pandémie, les obligeant à vendre leur maison, leur voiture et d'autres biens pour survivre. Janine, avec son diplôme en commerce, avait mal géré la boutique, investissant massivement après le confinement malgré la baisse des ventes, un pari téméraire qui a échoué de façon spectaculaire. Elle avait pris le contrôle, les convainquant de lui céder l'entreprise il y a 2 ans, puis avait siphonné les bénéfices, les laissant avec des miettes pour couvrir le loyer et l'épicerie. Ils l'ont supplié de leur donner de l'argent, un renversement humiliant de leur dévouement passé, leur voix se brisant alors qu'il racontait sa froide indifférence. Maintenant, ils se sont tournés vers moi, me demandant une aide financière, invoquant leur âge et leur désespoir, leurs yeux implorant une bouée de sauvetage. J'ai refusé catégoriquement, ma voix étant stable malgré la colère qui bouillonnait à l'intérieur. Vous ne m'avez jamais soutenu, dis-je, debout dans leur salon sombre, le poids de la douleur d'une décennie alimentant mes mots. Vous m'avez mise à la porte, vous avez cru aux mensonges de Janine et vous m'avez coupé pendant 10 ans. Pourquoi devrais-je vous aider maintenant? Leurs supplications concernant des problèmes de santé, la ruine financière et la trahison de Janine sont tombées à plat, leurs mots étant creux sur le fond de mon exil. J'ai vu leur appel pour ce qu'il était, de l'opportunisme, pas du remords. C'est triste que Janine se soit retournée contre vous, dis-je en me dirigeant vers la porte, mais je ne vous dois rien. La voix de maman s'est brisée, la main de papa s'est tendue, mais je suis sorti, leurs mots résonnant dans la cage d'escalier vide, le bruit de mes pas étant un adieu résolu. Depuis lors, ils m'ont bombardé d'appels et de textos depuis différents numéros, implorant de l'aide, leur message étant un mélange de culpabilisation et de désespoir. Nous avons de sérieux problèmes, Émilie, s'il te plaît, nous sommes tes parents. Je me sens tiraillé, une lutte acharnée entre la colère et une légère pitié non désirée. La trahison qui a défini ma jeunesse se heurte à l'image de leur forme fragile dans cet appartement lugubre, me laissant remettre en question ma position. Ai-je tort de refuser de les soutenir après que la trahison de Janine les ait laissés en ruine? Mise à jour 1. Je tiens bon. Merci pour vos commentaires, un cœur de voix qui a renforcé ma détermination. Je m'en tiens à ma décision de ne pas aider mes parents, ils ne le méritent pas, une vérité qui se cristallise à chaque réflexion. En discutant de cela avec Elisabeth lors d'un dîner dans son restaurant thaïlandais préféré, ses yeux vifs d'indignation, elle a souligné un fait flagrant, si papa avait vraiment besoin d'aide, il aurait pu la contacter après mon refus, mais sa fierté, une relique tenace de leur rivalité fraternelle, l'en a empêché. Ce n'est pas notre problème, Émilie, dit-elle, sa fourchette suspendue en l'air. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils en affrontent les conséquences. Leur incapacité à présenter des excuses sincères, même en me contactant après 10 ans, alimente ma colère comme un feu couvant. Ils m'ont contacté uniquement pour un soutien financier, un rappel flagrant de leur négligence passée, le rappel étant une manœuvre calculée pour exploiter ma stabilité. Je regrette d'avoir répondu à l'appel de maman, un bref moment d'égarement, mais au moins j'ai satisfait ma curiosité en leur rendant visite, uniquement pour confirmer leur manque de remords sincères. Leur décision d'investir de l'argent dans une entreprise en faillite pendant une pandémie mondiale, en faisant confiance au jugement erroné de Janine, était imprudente, un pari qui s'est effondré sous le poids de son arrogance. Ils devraient en assumer les conséquences, pas moi ni Elisabeth, qui a été mon roc dans chaque tempête. Leurs SMS persistent, chacun étant un écho numérique de leur désespoir, mais je suis déterminé à ne pas les laisser m'influencer. L'audace de s'attendre à mon aide après une décennie de silence est une blessure que je suis encore en train de gérer, une trahison qui me blesse plus profondément à chaque supplique. Votre soutien a clairement établi que je ne leur dois rien, un mantra que je répète alors que je navigue dans la culpabilité qui s'immisce parfois, spontanément mais fugitivement. Mise à jour 2, la confrontation avec Janine.
Il y a 2 semaines, j'ai rendu visite à mes parents, et après leurs appels persistants, j'ai cessé de répondre, mon silence étant un bouclier contre leur manipulation. Ils ont cessé de me contacter après 1 semaine, et j'ai pensé qu'ils avaient cédé, leur désespoir épuisé. Elisabeth s'attendait à ce que papa la contacte, une démarche logique compte tenu de ses ressources, mais son silence suggérait de la fierté ou de la résignation. Nous avons poussé un soupir de soulagement, croyant que la tempête était passée. Hier, cependant, Janine est apparue à mon appartement, sa présence étant un coup de tonnerre qui a brisé ma fragile paix. Je ne sais pas comment elle a trouvé mon adresse, peut-être par le biais d'une connaissance commune, une ancienne camarade de classe, ou une enquête sur les médias sociaux, mais son arrivée a été un choc qui a fait battre mon cœur à tout rompre. Le timing était surréaliste, Elisabeth était là pour dîner, ses fameuses lasagnes cuisaient, remplissant mon appartement de l'arôme réconfortant de l'ail et de la sauce tomate. Nous rions d'une histoire à propos de sa dernière mésaventure à l'hôpital, un patient qui l'avait prise pour une infirmière, quand on a frappé à la porte. En regardant à travers le Judas, j'ai vu Janine, son visage étant un masque de détermination, son blazer ajusté et sa queue de cheval élégante étant un contraste frappant avec le chaos qu'elle apportait. Mon estomac s'est noué, une réaction viscérale à sa présence, et j'ai murmuré à Elisabeth, c'est Janine. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle a hoché la tête, un signal silencieux pour rester forte. J'ai refusé de la laisser entrer, criant à travers la porte, nous ne vous parlons pas, partez. La voix de Janine, tranchante et inflexible, a percé. Je ne veux pas être ici, mais c'est important. J'attendrai toute la nuit s'il le faut. Je sais qu'Elisabeth est là, sa voiture est dehors. Sa persistance, menaçant de créer une scène dans mon quartier calme de Cambridge, m'a forcé à agir. J'ai ouvert la porte, me préparant au conflit, mes mains tremblant alors que je serrais la poignée. Janine est entrée à grandes enjambées, ses talons claquant sur mon parquet, et s'est assise sur mon canapé sans y être invitée, sa posture rayonnant de droit. Elle a entamé un discours répété, ses mots dégoulinant de fausse sincérité. Elle était au courant de ma conversation avec nos parents et m'a grondé pour les avoir rejetés, qualifiant leur déception de ma faute. Tu les as encore déçus, Émilie, dit-elle, ses yeux se rétrécissant. L'audace, me critiquant après avoir orchestré mon expulsion il y a 10 ans, a enflammé une fureur qui a consumé ma retenue. Tu n'as pas le droit de me juger, ai-je rétorqué, ma voix s'élevant. Tu m'as fait renvoyer avec tes mensonges. C'est à cause de toi que j'ai perdu ma famille. N'ose pas me faire la leçon. Elle a balayé mes accusations d'un geste de la main, affirmant que j'avais déçu nos parents et m'a offert une chance de me racheter. Se tournant vers Elisabeth, elle l'a accusée de négliger papa, nous exhortant à investir dans l'entreprise pour la sauver, promettant un remboursement sur un ton qui sentait la manipulation à plein nez. Elle a invoqué des souvenirs d'enfance, citant des moments où papa avait soutenu Elisabeth, comme lui avoir prêté de l'argent pour sa première voiture, un plaidoyer clairement scénarisé et coordonné avec nos parents. Ces paroles étaient une performance calculée, conçue pour toucher nos émotions, mais elles sont tombées à plat, sa tromperie étant aussi transparente que du verre. Je lui ai ordonné de sortir, ma voix tremblant de rage. C'est ça ton idée d'urgence ? Sors. La dispute a dégénéré, Janine lançant des insultes sur ma vie pathétique de conservatrice, qualifiant mon appartement de sanctuaire minable de l'échec. J'ai libéré une décennie de ressentiment, la traitant de traître manipulatrice qui avait volé ma famille pour son propre profit. Tu as falsifié ces emails, Janine, ai-je dit, ma voix basse et féroce. Tu as tout planifié, n'est-ce pas ? Fouillé dans ma chambre, déformé mes mots, tu es une lâche. Ses yeux ont vacillé, une rare fissure dans son armure, mais elle s'est reprise, ricanant, tu te plains encore de ça ? Grandis un peu. Nous en sommes presque venus aux mains, nos voix résonnant dans le petit salon, l'air étant chargé d'années de douleur inexprimée. Elisabeth est intervenue, sa voix calme mais ferme. Janine, c'est ignoble. Par maintenant, ou nous appellerons la police. Son autorité, affûtée dans les salles d'opération, a tranché dans le chaos. Janine est partie, jurant à voix basse, son tir de départ étant venimeux, vous allez le regretter. Elisabeth est restée la nuit, me réconfortant alors que je fondais en larmes comme la jeune fille de 18 ans trahie par sa famille. La confrontation a rouvert des blessures d'enfance, le sentiment étouffant d'être prise à partie. Mais je me remets, bien que je sois toujours en colère et blessé. Votre soutien a été une bouée de sauvetage, me rappelant de tenir bon contre le poison de Janine. Mise à jour 3, confrontation des parents avec tante.
3 jours après la visite de Janine, Elisabeth a reçu un appel de papa, prévoyant de lui rendre visite ce soir-là. Craignant la manipulation, j'ai insisté pour la rejoindre, sachant que sa nature plus douce la rendait vulnérable à leur tactique. Ils m'ont tendu une embuscade, lui ai-je dit, ma voix résolue, je ne les laisserai pas te faire ça, Elisabeth. Ses cheveux grisonnants, tirés en un chignon soigné, ont hoché la tête, ses yeux reflétant de la gratitude. Il y a quelques heures, nous avons visité leur appartement, un espace faiblement éclairé encombré de meubles dépareillés, un canapé affaissé, une table branlante, une lampe fissurée projetant des ombres inégales. L'air était lourd du parfum de café rassis et de désespoir, bien loin de la chaleur de notre ancienne maison, où la roseraie de maman fleurissait autrefois. Ils ont été surpris de me voir maison fin l'indifférence, lançant leur mélodrame à Elisabeth, des pertes commerciales, la trahison de Janine, leurs finances précaires. J'ai interrompu, ma voix tranchant dans leur récit répété. Elle sait tout, leur ai-je dit. Après que vous m'ayez expulsé, Elisabeth et ma famille maintenant. Mon franc-parler a perturbé leur jeu de victime, leur visage vacillant lorsqu'ils ont réalisé que leur scénario ne fonctionnerait pas vaincu, ils ont demandé directement de l'argent à Elisabeth, leur voix teintée d'urgence. Elle a répondu diplomatiquement, disant qu'elle y réfléchirait mais qu'elle avait besoin de temps, la mettant en garde contre le harcèlement comme ils l'avaient fait avec moi avec leurs appels et SMS incessants. Ils sont devenus sur la défensive, insistant sur le fait qu'ils ne me dérangeaient pas, juste désespérés. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées, dit papa, ses mains étroitement jointes. J'ai saisi l'occasion, ma colère étant un brasier maîtrisé. J'étais désespéré d'avoir du soutien pour aller à l'université, mais vous avez refusé. Vous avez cru au mensonge de Janine, vous m'avez jeté dehors, et maintenant vous vous attendez à de l'aide familiale? Ce n'est pas réaliste. J'ai exigé une explication de leurs actions passées, notant que leur première visite manquait de responsabilité. Vous me devez au moins ça, ai-je dit, mon regard étant fixe, défiant leurs esquives. Leurs excuses étaient faibles, un patchwork de demi-vérités et de dérobades. Ils ont blâmé ma distance, affirmant que j'étais le moins connecté que Janine, qui essayait de tisser des liens avec eux, comme si moi, leur enfant, on ne me devait pas leurs soins et leur protection. Leur refus d'admettre qu'ils favorisaient Janine était presque comique, leur tentative maladroite de se justifier étant transparente. J'ai regardé, silencieuse, alors qu'ils s'accrochaient à des chimères, amusés par leur lutte pour maintenir la façade. Finalement, ils ont admis, nous ne nous attendions pas à ce que tu sois la sœur qui réussit. Une insulte déguisée qui a confirmé leur parti pris et m'a fait étouffer un rire. C'était insultant mais révélateur, leur honnêteté étant un rare aperçu de leurs priorités erronées. Elisabeth et moi avons promis d'examiner leurs demandes, une pirouette polie, et sommes partis, leurs supplications nous suivant, au moins, réfléchissez Y. Dans la voiture, nous avons convenu de ne pas aider directement, évitant ainsi de nouveaux drames qui nous entraîneraient dans leur chaos. Leur refus d'assumer leurs erreurs, associé à l'audace de Janine, a renforcé notre position. Je suis déterminé à protéger ma paix, un sanctuaire durement gagné construit avec le soutien d'Elisabeth et ma propre résilience. Mise à jour 4, un tournant vers la guérison. Merci pour votre soutien, une lumière guide à travers ce voyage tumultueux, vos mots une main ferme dans des eaux agitées. Depuis notre visite à mes parents avec Elisabeth, notre situation a pris une tournure inattendue, une danse délicate entre la prudence et l'espoir. Nous avons délibéré sur leur demande d'aide financière, craignant de tomber dans un piège de manipulation qui avait défini nos interactions passées. Après mûre réflexion, des conversations tardives autour d'un verre de vin dans le salon d'Elisabeth, nous avons décidé de ne pas accorder d'aide financière directe. Au lieu de cela, nous avons proposé de les mettre en contact avec des ressources pour relancer leur entreprise, un compromis qui honorait nos limites tout en répondant à leur situation difficile. C'était le maximum que nous pouvions offrir, compte tenu de leur trahison et de la décennie de silence qui a suivi. J'ai appelé pour communiquer notre décision, ma voix étant ferme alors que je parlais au téléphone, m'attendant à une résistance ou à une manipulation émotionnelle. Étonnamment, papa était silencieux, son attitude défensive habituelle étant absente, demandant seulement « Est-ce définitif ?» Maman a plaidé pour une aide plus directe, sa voix s'élevant avec frustration, mais j'ai tenu bon, réitérant notre offre d'assistance professionnelle, un accès à un consultant en affaires, Michael, qui était spécialisé dans le redressement des petites entreprises. C'est ce que nous pouvons faire, ai-je dit, mon ton étant inflexible, à prendre ou à laisser. L'appel s'est terminé sur une note glaciale, le soupir de maman étant audible à travers la ligne, me laissant mal à l'aise, un nœud d'appréhension se serrant dans ma poitrine. 2 jours plus tard,
Papa a envoyé un SMS à Elisabeth, un message qui nous a pris au dépourvu, merci pour l'offre. Nous en avons discuté et nous accepterons l'aide. C'est un pas vers la réparation des choses. Son ton, dépourvu de la fierté habituelle, a suscité un optimisme prudent, une lueur de possibilités dans une relation longtemps enveloppée dans l'obscurité. Nous avons organisé une réunion avec Michael, un consultant chevronné ayant un don pour relancer les entreprises en difficulté, en la programmant dans un lieu neutre, un bureau élégant du centre-ville de Boston avec des baies vitrées donnant sur la rivière Charles. Elisabeth et moi y avons assisté, veillant à ce que notre implication se limite à la facilitation, et non au financement. La réunion a été une révélation. Michael a exposé des stratégies pratiques, rationalisé le menu, exploité le marketing des médias sociaux et renégocié les contrats des fournisseurs, sans nécessiter de lourds investissements. Mes parents, vêtus de leurs plus beaux atours mais visiblement usés, se sont engagés activement, maman griffonnant des notes, papa posant des questions pointues sur les marges bénéficiaires. Leur attention, un contraste frappant avec leur déni passé, suggérait une volonté d'assumer leurs responsabilités, un changement que je n'avais pas anticipé. En les regardant, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, l'espoir qu'ils puissent se reconstruire, le ressentiment pour les années perdues et une résolution prudente de protéger mon cœur. Après la réunion, papa a proposé de prendre un café, juste nous trois, dans un café pittoresque à proximité, son arôme de pâtisserie fraîche étant une toile de fond réconfortante sur des lattes fumants. Il a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, il s'est excusé. Nous avons fait de terribles erreurs, Émilie, dit-il, sa voix basse, ses mains jointes autour de sa tasse. Nous avons privilégié Janine, cru à ses mensonges et laissé notre fierté nous aveugler. Je suis désolé. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, manquant de la profondeur nécessaire pour effacer une décennie de douleur, mais sa sincérité, brute et non polie, m'a ému. Maman, plus réticente, s'est jointe à elle, ses yeux baissés. Nous voulons essayer, Émilie, d'être meilleure, dit-elle lentement, ses mots, bien qu'hésitants, laissant entrevoir un désir de reconstruire un pont fragile au-dessus d'un gouffre de blessures. Janine reste absente, un spectre que je suis contente de laisser derrière moi. Sa confrontation à mon appartement a été un dernier acte d'agression, et j'ai besoin de temps pour traiter les changements de mes parents avant de considérer sa place, le cas échéant, dans ma vie. J'ai accepté des réunions occasionnelles autour d'un café avec mes parents, non seulement pour discuter des affaires, mais aussi pour explorer nos liens familiaux brisés. Ces réunions, qui se tiennent dans des lieux neutres comme le café ou un banc de parc donnant sur le port, sont des étapes provisoires, chacune étant un test de leur engagement. Je suis prudemment optimiste, mon cœur étant gardé mais ouvert à la possibilité d'une guérison, un équilibre que je navigue avec soin. Ce chapitre m'a appris des leçons profondes sur le pardon, les limites et la danse complexe de la dynamique familiale. La douleur de ma jeunesse, la trahison de Janine, le rejet de mes parents persiste encore, mais elle est tempérée par la force que j'ai trouvée dans le soutien d'Elisabeth et ma propre résilience. Ma carrière, qui consiste à organiser des expositions qui donnent vie à l'histoire, m'ancre, tandis que mon appartement, rempli de livres et de souvenirs de mes années au Royaume-Uni, est un sanctuaire. Vos conseils ont été précieux, renforçant ma confiance pour affronter ces eaux agitées. J'envisage un avenir de guérison prudente, espérant d'autres moments de connexion, aussi petits soient-ils, et je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce voyage. Mon histoire se termine ici, merci de m'avoir écouté.